Bonjour à tous. Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis? Nous sommes à 24 heures du coup d'envoi de la procédure électorale. Procédure qui étonne toujours avec ses curieuses traditions. Tous les regards sont braqués sur un étrange rendez-vous baptisé caucus dans un non moins étrange État baptisé Iowa. Au-delà de la tradition et du folklore, ce caucus de l'Iowa est la première consultation électorale pour de bon, d'autant plus intéressante cette année que les écarts sont très serrés dans les sondages, notamment chez les démocrates. Avec nous ce matin, Ambre Yvol, du Centre de recherche sur l'Amérique du Nord à l'Université de Paris 3. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler des candidats, et en particulier d'Hillary Clinton, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui va se passer exactement dans l'Iowa dans 24 heures et pourquoi est-ce que c'est si important ? Alors, d'abord, c'est important en termes circonstanciels. C'est le premier caucus qui va avoir lieu. Donc, c'est une élection fermée, c'est-à-dire que seuls les militants des deux partis principaux peuvent voter dans ce caucus. C'est important essentiellement en termes médiatiques, parce que pour un parti comme le Parti démocrate, qui a beaucoup de bons candidats finalement, au moins Hillary, Obama et John Edwards, pour définir un favori, l'influence médiatique qu'ils peuvent tirer d'une victoire en Iowa peut déterminer une tendance pour la suite. Bon. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu les sondages et uniquement les sondages. Là, on a quelques électeurs réels avec l'amplificateur médiatique. Tout à fait. Tout à fait. Si vous prenez un État comme le New Hampshire, qui va être parmi les premiers en fait, à avoir sa primaire début janvier, le New Hampshire représente 0,4% de la population du pays. Comparé à l'État le plus peuplé du pays, le plus riche comme la Californie, dans lequel le nombre de délégués envoyés par chaque parti à leur convention nationale est 10 fois le nombre de délégués qui vont être élus dans les primaires des États comme le New Hampshire et l'Iowa. Il y a une différence énorme en termes quantitatifs et en termes d'influence réelle. C'est un peu comme si on commençait les présidentielles françaises par la Lozère. D'une certaine manière. Pourquoi ? C'est une tradition historique. Oui, c'est tout. C'est tout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de distorsion politique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne risque pas de surinterpréter des résultats électoraux qui concernent l'Iowa, tout petit État rural du Midwest ? Oui, complètement. En plus, si on regarde la sociologie de l'État, c'est 93% de blancs. Ville moyenne, majorité rurale, etc. Alors que si on compare par exemple le Nevada, qui est parmi les premiers États aussi à avoir une primaire, on retrouve une surreprésentativité de la population hispanique, par exemple. Dans le premier État du Sud à avoir sa primaire, qui va être la Caroline du Sud, on a le facteur déterminant de la population afro-américaine. Donc il y a une hétérogénéité telle en fait entre les primaires qu'on peut difficilement généraliser à partir de l'Iowa. Par contre, ça dit quelque chose sur les tactiques politiques de la campagne et l'importance accordée à l'importance accordée à certaines valeurs, en particulier la religion, bien évidemment, puisqu'on retrouve dans l'Iowa donc une prédominance pour les républicains du candidat ex-pasteur baptiste Mike Huckabee, qui donc arrive en tête des sondages, alors qu'au niveau national, c'est Rudolph Giuliani qui garde la main. Alors allons-y, parlons des candidats, puisque vous avez commencé par les républicains, allons-y. Donc Huckabee contre Romney, deux candidats totalement inattendus sur des thèmes plus ou moins religieux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une tendance lourde aux États-Unis ou c'est juste circonstanciel parce que c'est l'Iowa ? Il y a deux choses en fait. D'abord, pour le Parti républicain, finalement, le seul héritage dont ils peuvent se revendiquer par rapport à l'administration Bush, c'est la question de la religion. Parce que tout le reste, vaut mieux s'en défaire. Il y a une telle crise politique dans le pays que la politique étrangère, c'est difficile de trouver un canal assez sain en fait, dont se revendiquer si on est républicain, si on est candidat républicain aujourd'hui. Donc la religion joue un rôle par défaut dans un sens, d'autant plus que, même si la religion reste dominante aux États-Unis, c'est en termes religieux que se pose la question du bien et du mal pour les deux partis, pour la majorité des Américains. Il reste que la tendance qui avait démarré au milieu des années 90, allant vers en fait, un nombre croissant de gens se tournant vers la religion, s'est inversée. Donc on peut pas dire en fait que la question religieuse soit déterminante et va être déterminante pour la campagne. On voit surgir Huckabee, un conservateur chrétien. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que ça va durer ?
Je pense que ça peut difficilement durer pour une raison très pratique, qui est qu'il n'a pas les fonds financiers suffisants pour tenir la longueur. D'accord. Où est passé Rudolph Giuliani? Totalement absent des sondages dans l'Iowa. Lui, en fait, il a parié sur la relative invisibilité ou la relative inefficacité ou le peu d'impact de la campagne en Iowa, parce que lui tient la main au niveau national, quoi. Donc il représente, je crois, 13% des intentions de vote pour l'instant en Iowa. Côté démocrate, est-ce qu'on y voit clair? Parce qu'on a beaucoup dit que Hillary Clinton avait été rattrapée par Obama et que néanmoins elle a toujours une avance. Alors qu'en est-il exactement? Mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche, hein. Au moins dans les États de l'Iowa, du New Hampshire, en particulier ces deux-là, où on a en fait Obama qui est un tout petit peu en tête, hein, de 3 points. Donc il a 28% des intentions de vote, je crois, pour l'Iowa, alors qu'Hillary a 25%. Et John Edwards, qui arrive en 3e position, le candidat populiste, en fait, qui a 2 points de moins qu'Hillary. Donc bon, c'est vraiment, ça se joue à très peu de choses. Au niveau national, c'est toujours Hillary qui domine, mais de façon très étroite. Quand est-ce qu'on y verra clair dans cette campagne? C'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à dire que, en février, c'est le mois durant lequel la plupart des primaires vont se dérouler, et en particulier pour les États clés, comme la Californie, qui est donc l'État le plus peuplé, le plus riche, et dont le nombre de délégués va vraiment peser, en fait, pour les primaires en général. Donc, je pense qu'il y a ce moment-là. Autour du 5 février, le Super Duper Tuesday. On y verra sans doute plus clair à ce moment-là. Un mot sur la politique étrangère et sur l'actualité. Est-ce que l'assassinat de Benazir Bhutto au Pakistan risque d'influencer les choses? Est-ce que ce n'est pas un plus pour Hillary Clinton, à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons personnelles? Femme courageuse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Disons que c'est un événement dont se sont saisis tous les candidats immédiatement. C'est surprenant et ça dit quelque chose sur la vacillation, en fait, politique de la campagne pour l'instant. Hein. Les thèmes clés changent constamment au gré de l'actualité. Donc ça dit quelque chose sur l'absence de boussole politique des candidats, je pense. Mais dans le cas d'Hillary, donc elle, qui connaissait personnellement Benazir Bhutto et tout, elle l'a présenté comme une illustration supplémentaire de son expérience. À elle. Ça peut être un personnellement, plus mais c'est pas la seule. McCain a dit la même chose. Donc on se demande qui a raison, qui la connaissait mieux, etc. Merci infiniment, Ambre Yvol. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous suivrons évidemment ces primaires, ce caucus dans l'Iowa et les élections américaines sur France 24. Où que vous soyez, passez une très bonne journée.